Bienvenue à nouveau. Nous sommes aujourd'hui rejoints par le colonel Douglas McGregor, vétéran de combat décoré, auteur et ancien conseiller du secrétaire à la Défense des États-Unis. Merci d'être venu parmi nous. Nous arrivons maintenant à la fin du 3e jour de la guerre contre l'Iran, et je pense qu'il est juste de dire que Trump espérait une guerre rapide. Mais il ne semble pas qu'une opération de changement de régime éclair soit en cours ici. Quelle est votre évaluation de la situation? Comment devrions-nous mesurer l'évolution de la guerre et à quoi devons-nous nous attendre? Je pense que la première chose que l'on peut dire, c'est que les Iraniens ont visé au moins 27 bases, y compris des installations portuaires à travers le Moyen-Orient, allant de la base aérienne d'Ensirlik jusqu'à Dubaï, dans le Golfe. La guerre est devenue de fait régionale, et les conséquences de ces actions ne peuvent pas encore être pleinement comprises. Tout le monde connaît la situation dans le Golfe et ce qui s'est déjà passé sur les marchés pétroliers. Aujourd'hui, les marchés pétroliers européens ont ouvert avec une hausse d'environ 20%, simplement en raison de la crainte que l'approvisionnement en pétrole soit perturbé pendant un certain temps. Je pense donc que nous nous dirigeons vers un prix supérieur à $100 le baril. Nous y arriverons assez rapidement. À quel point, je ne sais pas, mais je pense que cela va se produire. Et si vous regardez un endroit comme les Émirats arabes unis, des drones très bon marché ont vaincu ce qui semble être certaines des défenses aériennes et antimissiles les plus coûteuses au monde et ont mis hors service plusieurs pistes et aéroports. Il faut comprendre que dans le Golfe, il existe toutes sortes de conglomérats internationaux, en particulier de nombreux conglomérats indiens qui font d'énormes affaires par le biais des Émirats arabes unis et de Dubaï. Tout cela est en train d'être effectivement paralysé. Il y a aussi des millions de personnes. Il y a environ 4,6 millions d'Indiens propriétaires d'entreprises aux Émirats qui sont maintenant bloqués et ils constituent un élément essentiel de l'économie. En plus d'eux, il y a, vous savez, des centaines de milliers, probablement des millions, d'Européens, d'Américains et d'autres personnes qui sont également bloquées. En ce moment, il faut traverser les montagnes jusqu'à Mascate pour trouver un avion qui puisse vous emmener. Je pense que les dégâts causés aux infrastructures pétrolières ne font que commencer à se manifester. Nous avons des preuves que certaines raffineries ont été touchées, notamment en Arabie saoudite. Je pense que nous allons en voir davantage. Nous sommes donc au début de ce qui semble être une longue guerre régionale. Et nous n'avons même pas encore commencé à évaluer la possibilité que d'autres puissent s'impliquer, car cette urgence provoquée par la guerre du Golfe touche l'Inde. Elle touche l'Asie du Nord-Est, elle touche la Turquie, elle touche l'Europe. En réalité, le monde entier est désormais concentré sur cette guerre qui, en apparence, oppose Israël et l'Iran. Or, ce qui est curieux dans cette guerre, c'est qu'elle n'a pas commencé par une attaque conjointe israélo-américaine. Elle a commencé par une attaque israélienne. Et le secrétaire d'État Rubio semble avoir indiqué au groupe des 8 des sénateurs américains membres de la Commission des Forces armées du Sénat qu'Israël avait lancé l'attaque. Nous n'en avions pas été informés. Nous n'avions pas été prévenus qu'ils allaient faire cela. Tout ce que nous savions, c'est que cela restait une possibilité. Nous avons décidé de simplement nous joindre à l'action, car nous n'étions pas encore satisfaits de notre position au début de cette affaire. Nous semblons donc être arrivés tard à la fête. Et maintenant, nous commençons à ressentir pleinement l'impact de tous ces missiles. Un certain nombre de missiles ont été tirés sur des navires, bien qu'aucun ne les ait encore touchés. Nous savons que 3 chasseurs F-15 ont été abattus. Nous attribuons cela à un tir ami, même s'il existe des désaccords à ce sujet.
D'autres dans la région et dans le monde semblent penser que les Iraniens en sont responsables. Quoi qu'il en soit, nous avons perdu 3 F-15. Nous n'avons pas perdu les pilotes, mais nous avons perdu des marins, des soldats, des aviateurs et des marines américains. Nous ne savons tout simplement pas combien. Nous avons admis, je crois, 3 ou 4, mais je soupçonne qu'il y en a plus que cela. Alors la question est, où allons-nous? Je pense que nous nous engageons dans une longue campagne. Et vous savez, vous écoutez, je suis sûr que vous écoutez, les déclarations du secrétaire Hegseth et du président Trump, remplies de tout ce discours sur l'État sponsor du terrorisme et sur la manière dont il devra finalement se soumettre à Israël et aux États-Unis. Je pense que ce sont des déclarations très imprudentes et stupides. Elles ne correspondent pas à la réalité. Franchement, Glenn, si nous étions réellement intéressés par la lutte contre l'islam radical, nous nous concentrerions probablement sur le Pakistan et certainement sur la Syrie en ce moment, qui est encore un théâtre pour les restes de l'État islamique et d'Al-Qaïda. Ces deux États ne semblent pas faire souvent l'objet de discussions. Et le Pakistan, en particulier, a longtemps été une sorte d'incubateur de l'islam radical et du terrorisme islamiste. Il s'agit donc en réalité de l'intérêt d'Israël à détruire l'Iran et à l'éliminer comme obstacle à son hégémonie militaire ou à la suprématie juive, selon la manière dont on veut le formuler. Et nous en faisons partie. Nous y sommes engagés. Et je pense qu'en fin de compte, la logistique aura probablement un impact important, car nous finirons par manquer de missiles. Je crois que nous sommes déjà sur cette voie, car je ne pense pas que le président Trump ou ses conseillers aient vraiment cru qu'ils se retrouveraient dans une guerre prolongée avec l'Iran. Et c'est exactement là où ils en sont aujourd'hui. Eh bien, en dehors des cibles militaires, comme vous l'avez mentionné, nous avons également observé des attaques contre des ports, des raffineries de pétrole, des navires, des aéroports et certains hôtels. Il semble y avoir plusieurs cibles civiles également. Cela vous a-t-il surpris? Et comment évaluez-vous le rapport coût-bénéfice pour l'Iran dans cette situation? Car d'un côté, ils veulent infliger le plus de dégâts possible, mais je suppose qu'ils ne souhaitent pas impliquer trop d'acteurs extérieurs, puisque cela risquerait d'élargir le conflit. Les États du Golfe, voire les Européens, ont laissé entendre qu'ils interviendraient pour défendre leurs biens, leurs bases et leurs alliés. Comment évaluez-vous les calculs du côté iranien? Je pense que les Iraniens savent que les Émiratis et les Saoudiens ont joué un jeu double, qu'ils ont essayé de ménager la chèvre et le chou, comme on dit. Donc je ne pense pas que les Iraniens regrettent quoi que ce soit à ce sujet. Et je pense qu'ils veulent faire ressentir leur douleur au monde, parce qu'ils souffrent eux-mêmes intensément. Ce n'est donc pas du tout surprenant. En ce qui concerne les Européens, ils savent depuis le tout début que l'Iran ne représente aucune menace. C'était risible quand nous avons insisté pour installer cette base en Roumanie, cette installation antimissile balistique, sous prétexte que nous protégions nos alliés européens d'une attaque de missiles iranienne. Personne n'y a cru. C'est absurde. Quant à une éventuelle intervention européenne, je crois que les Britanniques ont envoyé leur F-22. S'ils ont fait quoi que ce soit, j'en sais rien. Je sais que leurs bases à Chypre ont été frappées et probablement mises hors service. Donc, je ne sais pas trop quoi penser d'une intervention européenne. Je crois que c'est surtout du vent, mais nous verrons bien. Ils pourraient certainement envoyer quelques navires, mais là encore, ils se mettraient en danger. Tout dépend de la volonté des peuples européens de s'engager dans cette affaire. Encore une fois, il faut distinguer l'Iran et les chiites de la grande majorité des musulmans, qui sont sunnites, arabes et turcs. Je pense que les Européens sont un peu plus sophistiqués que les Américains, ils ne les confondent pas. Ils comprennent que l'Iran est différent et que les intérêts de l'Iran sont différents.
L'Iran, en tant qu'État civilisationnel, la Perse, une entité totalement différente du reste de ces constructions artificielles issues de l'après-Première Guerre mondiale. Donc vous savez, on verra bien, mais je n'attends pas grand-chose des Européens. Je suis plus préoccupé par les Chinois et les Russes. Et quand je dis préoccupé, je veux dire que je me demande combien de temps ils vont rester en retrait et laisser faire, car ce n'est pas dans leur intérêt. Évidemment, ils veulent que l'Iran survive. L'Iran est un élément essentiel des BRICS, il fait partie de l'initiative de la ceinture et de la route. Les Turcs veulent aussi que l'Iran survive. Je n'ai entendu aucune plainte de la part des Turcs au sujet de la destruction de notre base aérienne d'Incirlik, car ils savent que c'est notre base et ils ont toujours été réticents à nous laisser y opérer contre qui que ce soit dans la région. Donc je pense que nous voyons le monde évoluer dans une direction totalement nouvelle. Je dirais que c'est la fin de Sykes-Picot. Je pense que les cartes vont changer. Je serais très surpris si toutes ces dictatures familiales du Golfe Persique survivaient sous leur forme actuelle. Je pense que les dégâts économiques en cours vont nous accompagner pendant un certain temps. Les Indiens ont déjà recommencé à acheter du pétrole aux Russes, et cela a parfaitement du sens pour eux. Je suis étonné qu'ils nous aient suivis au départ. Le dollar perd de la vitesse et de l'altitude. Sur le plan économique, c'est une catastrophe. Financièrement, pour nous, je pense que c'est un désastre. Cela prendra plus de temps, mais avec le temps, la situation ne fera qu'empirer pour nous. Rappelez-vous, c'est nous qui avons fanfaronné devant le monde entier en affirmant à quel point nous sommes puissants et que le monde entier doit trembler devant la puissance militaire américaine. Eh bien, les gens vont s'attendre à ce que nous soyons à la hauteur. L'Iran, en revanche, n'a rien d'autre à faire que de survivre. Tant que l'Iran survit, et plus la guerre dure, plus nous paraissons faibles, plus Israël paraît faible, et plus l'Iran paraît fort. Et je pense que l'Iran va survivre. Je ne vois aucun signe qu'il va soudainement décrocher le téléphone, appeler Washington et supplier pour obtenir la clémence. Je ne vois pas cela arriver. Nous sommes donc vraiment dans une impasse. Je pense qu'au bout du compte, nous allons être balayés hors de la région. Regardez ce qui se passe en Irak en ce moment. Les chiites se soulèvent et le gouvernement irakien veut que nous quittions le pays. Cela fait des années qu'il le veut. Je pense que nous allons devoir partir. Je ne crois pas que quiconque vivant dans le Golfe voudra de nous près de ses ports, de ses aéroports ou de quoi que ce soit d'autre. Je pense donc que c'est une catastrophe en train de se développer pour nous. Et Israël, le dôme de fer d'Israël, ne fonctionne pas très bien. Bien que nous essayions clairement de tirer des missiles pour soutenir Israël, en matière de défense aérienne et antimissiles, les Iraniens semblent avoir progressé technologiquement bien plus que nous ne l'avions prévu. Ils sont désormais capables de lancer des missiles dotés de leurres qui, vous savez, produisent plusieurs ogives. Et ensuite, le véritable missile dangereux que nous essayons d'intercepter passe pendant que nous sommes occupés par les leurs. Donc cela ne fonctionne pas très bien pour nous. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en Occident, les médias, comme toujours, nous montrent une image merveilleuse du succès militaire américain et israélien. Assez étonnant. Je ne pense pas que ce soit l'image que le reste du monde commence à percevoir. J'ai récemment consulté les médias et on a l'impression qu'ils préparent déjà la prise de pouvoir du nouveau gouvernement. Comment les relations vont évoluer. Et c'est assez étrange de voir à quel point les récits s'éloignent de la réalité. Mais cela semble parti pour être une guerre longue. Alors, comment pensez-vous que les États-Unis et Israël d'ailleurs vont s'épuiser? Parce que vous avez dit que vous supposiez qu'ils seraient les premiers à s'épuiser, et ensuite, j'imagine que ce sera terminé. Mais vont-ils manquer de missiles intercepteurs?
ont-ils une capacité limitée à frapper l'Iran, ou qu'est-ce que vous pensez qui cédera en premier? Ou est-ce simplement que les États du Golfe exigeront que les États-Unis y mettent fin? Eh bien, tous les ports que nous utilisions habituellement pour réapprovisionner nos forces navales, pour les recharger en missiles, roquettes et ainsi de suite, ont été détruits. Nous sommes contraints de nous replier jusqu'en Inde, ce qui est assez éloigné de la région. À présent, nous pouvons nous replier jusqu'en Italie à ce stade. Je pense que la Crète est peut-être juste hors de portée. Je l'espère. Mais le fait est que tout ce que nous avions l'habitude de faire doit désormais changer. La guerre est devenue une tâche bien plus ardue pour nous. Rappelez-vous, ils n'ont pas seulement fermé le détroit d'Ormuz, ils ont aussi, pour ainsi dire, fermé le canal de Suez, puisqu'ils ont bloqué la mer Rouge. Ainsi, la situation commerciale est sombre et la situation militaire est problématique. Je ne pense pas que nous puissions fabriquer des missiles assez rapidement pour suivre leur rythme d'utilisation. Nous avons fourni un très grand nombre de missiles à l'Ukraine tout ce temps, et maintenant nous commençons à en ressentir les conséquences, car une grande partie de ce stock a disparu. Il ne faudra pas longtemps, peut-être quelques jours de plus, avant que nous devions commencer à utiliser nos missiles plus parcimonieusement. Cela signifie que nous ne pourrons pas abattre la plupart de ce qui nous est tiré dessus. N'oubliez pas qu'il faut tirer au moins 2 ou 3 missiles sur chaque missile entrant, et nous ne pouvons toujours pas cibler et détruire de manière fiable les missiles hypersoniques. Beaucoup d'entre eux arrivent à Mach 3, 4, 5, voire 6, des vitesses au-delà de nos capacités technologiques actuelles pour les contrer. Donc, logiquement, oui, nous aurons enough for a meeting. Logistically, yes, we're going to have a huge problem. And we may pause. Now, whether or not et nous pouvons faire une pause. Maintenant, que les Russes et les Chinois soient disposés ou non à servir de médiateurs ou les Indiens, je pense que l'Inde serait probablement le meilleur choix pour une médiation. Après tout, ils sont neutres, malgré la récente visite de Modi en Israël, que je considère comme mal avisée. Néanmoins, Modi et l'Inde ont des liens culturels avec l'Iran. Le sanskrit et la civilisation indienne font partie intégrante de la civilisation perse elle-même. Je pense donc qu'il y a une opportunité pour les Indiens de combler le fossé entre nous, les Israéliens et l'Iran. Mais il faudra voir. Pour l'instant, je ne pense pas que l'Iran sombre dans le chaos. Oui, nous avons tué le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, mais je ne vois aucune preuve que cela ait perturbé l'unité d'action, ni le commandement et le contrôle. L'autre avantage dont disposent les Iraniens, et c'est un point important, est que la majeure partie de leur capacité est largement dispersée. Cela nous complique énormément la tâche. Même dans les meilleures conditions, historiquement, nous avons toujours eu beaucoup de mal à gérer tout ce qui est mobile. Je ne vois donc aucune bonne nouvelle à court terme. J'espère que nous discutons à Washington avec d'autres qui pourraient aider à négocier une fin à cette catastrophe. Mais je sais que ce week-end, nous avons apparemment exprimé un intérêt pour une négociation. J'ignore par quels canaux, mais il semble que cela soit venu de la Maison-Blanche de Trump, et les Iraniens ont répondu non seulement non, mais absolument pas. Est-ce parce qu'ils ne sont pas encore prêts à mettre fin à la guerre? Je veux dire, cela semble un peu insensé, peut-être, d'y mettre un terme maintenant, étant donné que l'autre camp pourrait simplement reconstituer ses missiles et revenir à l'attaque dans quelques semaines. Mais selon toi, qu'est-ce que les Iraniens voudraient obtenir de cette guerre avant d'accepter qu'elle se termine? Je ne sais pas ce qu'ils vont dire, mais je pense que ce qu'ils veulent, c'est nous faire quitter la région. Et je pense que nous allons nous y résoudre, parce que cette guerre est en partie de notre fait,
et que nous nous sommes alignés sur Israël, qui est de toute façon un État paria. Les Israéliens sont déjà largement détestés et méprisés pour leur programme de massacre et d'expulsion à Gaza. Maintenant, cette guerre ne fera qu'aggraver encore bien davantage ces problèmes. Je pense donc que les Turcs vont désormais se sentir beaucoup plus à l'aise pour nous demander de partir. Et je pense, comme je l'ai déjà souligné à propos du Golfe, que nous serons invités à partir. En d'autres termes, je pense que nous sacrifions notre position stratégique dans la région au profit d'Israël, mais je ne crois pas qu'Israël en tirera avantage. Et vous savez, ce genre de situation aura des répercussions considérables. Si vous êtes sur la péninsule coréenne, vous en avez déjà assez de la présence militaire américaine. Vous n'en voyez pas la nécessité, car les Chinois ne sont pas intéressés par le déclenchement d'une guerre. Les Chinois ont clairement fait savoir aux Coréens que, s'ils entreprennent quoi que ce soit, ils ne recevront aucune aide de la part de la Chine. Je pense que les Coréens se disent probablement qu'il est temps que les Américains partent et qu'ils doivent travailler avec la Chine pour réunifier la péninsule et parvenir à une solution stable. Je pense que les Japonais regardent cela et commencent à se demander à quel point ils veulent être étroitement alignés avec nous. Je suppose que mon point est le suivant. Avons-nous l'air forts, puissants et invincibles, ou vulnérables? Malheureusement pour nous, nous devons paraître invincibles et invulnérables. À présent, nous nous sommes exposés à toutes sortes de problèmes extraordinaires que nous aurions peut-être pu éviter. Vous savez, la puissance militaire est l'un de ces domaines où tant qu'on ne l'utilise pas, personne ne sait vraiment ce qu'on a. Souvenez-vous qu'en 1940, tout le monde disait « Dieu merci pour l'armée française, la plus grande d'Europe, la mieux équipée, avec plus de chars, plus de tout. » Cela s'est dissipé assez rapidement. L'armée britannique aussi, elle n'a pas duré très longtemps. Je pense que nous vivons aujourd'hui dans un monde où une ancienne ère touche à sa fin et une nouvelle commence. Il y aura de nouvelles règles pour l'avenir et elles ne seront pas écrites à Washington. Elles seront, je pense, en grande partie rédigées en Asie et dans une certaine mesure en Europe et au Moyen-Orient. Mais elles seront écrites par les peuples autochtones, pas par nous. C'est la prévision à long terme. Combien de temps cela prendra, personne ne peut le dire. En ce moment, les Iraniens souffrent beaucoup, mais ils infligent aussi beaucoup de souffrance, et ils n'ont aucune raison de s'arrêter. Eh bien, si quelqu'un voulait chasser les États-Unis du Moyen-Orient, je suppose qu'on pourrait examiner 3 domaines. Le premier serait bien sûr la présence militaire. Les bases sont pilonnées. Le deuxième concerne les intérêts économiques. Et le troisième est ce à quoi vous faisiez également allusion, la crédibilité des États-Unis, l'idée qu'ils sont tout-puissants et que tout pays cherchant la sécurité devrait s'aligner sur eux. Comment voyez-vous les répercussions géopolitiques plus larges de l'effondrement de la crédibilité américaine de cette manière? Parce que cela semblait être l'exact opposé de ce que Trump voulait. Toute son approche, je pense, consistait à montrer beaucoup de force et à espérer que les adversaires se retireraient. Je pensais que l'hypothèse était qu'il déploierait toute cette puissance militaire. Comme l'a dit Witkoff, Trump a été très surpris qu'il n'ait pas encore capitulé, étant donné qu'il voyait toute cette puissance militaire américaine. Mais que se passe-t-il maintenant s'il devient évident que ce sont les États-Unis qui doivent faire marche arrière et trouver une sorte de sortie digne? Eh bien, vous parlez d'une retraite ignominieuse, ce qui est la dernière chose au monde que Donald Trump souhaite. Nous devons discuter de la manière dont nous passons d'ici à là. Le problème, c'est que nous avons déjà démontré dans les 24 à 36 premières heures notre expertise tactique
notre suprématie tactique, si l'on veut. Nous avons réussi à éliminer un certain nombre de personnalités clés, mais pas le dirigeant suprême. Les tactiques gagnent des batailles, mais en fin de compte, c'est la stratégie qui gagne les guerres. Nous n'avons pas de stratégie. Quand tout le monde demande quel est le but, eh bien ça semblait être un changement de régime. Mais je pense que nous avons désormais compris que le changement de régime n'a pas fonctionné. C'est un grand pays, 93 millions d'habitants, à peu près la taille de l'Europe de l'Ouest. Il semble tenir bon. Rien ne laisse penser qu'il ne restera pas uni à ce stade. Alors, quelle est la stratégie dans ce cas? Si l'on ne peut pas renverser le gouvernement, que fait-on? Continue-t-on à lui lancer des missiles et des roquettes en espérant que quelqu'un finira par dire « S'il vous plaît, arrêtez, nous ferons tout ce que vous voulez ». C'est peut-être l'objectif. Je ne pense pas que ce soit un objectif raisonnable. Je ne crois pas que quiconque ait réfléchi sérieusement à la question cruciale de la fin de la guerre. Comment y mettre fin? Et le plus ironique, c'est que j'ai entendu le secrétaire à la guerre dire ce matin « Nous n'avons pas commencé cette guerre, mais nous allons la terminer. » Eh bien, je pense que c'est nous qui avons déclenché cette guerre. Les Israéliens l'ont commencé et nous avons suivi. Toutes les raisons que nous invoquons sans cesse pour justifier cette guerre sont fallacieuses, mais les plus désespérément stupides remontent à 47 ans ou à 40 ans. Vous savez, le nombre de personnes dont on peut attribuer la mort à l'Iran se compte par centaines. Ce n'est pas un grand nombre. Et les Iraniens ne se sont pas comportés pendant la guerre d'Irak différemment de la façon dont nous nous serions comportés s'il y avait eu une guerre similaire au Mexique. En d'autres termes, on fait ce qu'on peut pour dissuader la force présente dans le pays voisin d'entrer sur son propre territoire. Vous savez, l'autre chose, c'est que nous avons, je crois, environ 4000 missiles dans notre arsenal, quelque chose comme ça. Peut-être qu'il s'agit de types différents, des missiles de croisière et balistiques, je ne sais pas. L'Iran en a environ 450 000. Il y a donc un écart considérable. L'autre chose, c'est qu'on peut tuer un dirigeant, mais on ne peut pas bombarder une civilisation jusqu'à sa soumission. Nous n'avons jamais vraiment compris à quoi nous avions affaire avec l'Iran. Tout le monde parle de l'Iran comme d'un État islamique radical. Rien n'est plus éloigné de la vérité. L'Iran, c'est avant tout la Perse, et cette civilisation est bien plus ancienne. La civilisation perse, la pensée perse, la philosophie perse, l'art et l'histoire perse, tout cela a affirmé sa prééminence au cours des 25 à 30 dernières années. Et le peuple iranien s'est en grande partie détourné de cette forme d'islam plus idéologiquement rigide. Ils ne détestaient pas Khomeini, et ils n'ont pas dansé dans les rues lorsqu'il a été tué. Au contraire, les gens le voyaient comme un être humain très, je pense, humble et décent. Il a sacrifié sa vie. Il est resté là où il savait qu'il serait tué. Le fait de l'avoir tué en a fait un martyr que même ceux qui n'aiment pas l'islam peuvent honorer. Je pense donc que nous avons galvanisé le pays contre nous. Nous avons mobilisé le peuple contre nous. Je ne vois rien de bon sortir de tout cela. Et c'est là notre problème. Nous projetons nos valeurs, notre façon de penser, notre expérience sur les autres. Or, notre expérience peut avoir du sens en lien avec celle de l'Europe, mais elle ne correspond pas à celle des peuples du Moyen-Orient et d'Asie, ni d'Afrique d'ailleurs, ni même d'Amérique latine. C'est pourquoi je pense que nous vivons aujourd'hui dans un monde différent, un monde que nous ne comprenons même pas. Le monde change, l'ancien monde touche à sa fin, et nous luttons contre l'émergence d'un nouveau. Je crois qu'on peut le dire ainsi. Vous savez, l'avenir du monde n'est plus écrit par nous. Et qu'est-ce que la victoire dans cette guerre? Eh bien, je pense qu'en vérité, la victoire, c'est la stabilité. Et nous avons tout fait pour détruire cette stabilité.
la stabilité des marchés, du commerce, des échanges, de la confiance entre États. Vous savez, nous avons une fois de plus démontré de manière concluante que nous sommes totalement peu fiables. Je dis depuis des mois que la décision d'attaquer l'Irak avait été prise. Et c'est vrai. La seule question était de savoir quand, jamais si. Pourtant, nous avons continué à entretenir la fiction selon laquelle des négociations étaient en cours. Cela nous a nui avec la Russie, cela nous a nui avec la Chine, cela nous a détruits au Moyen-Orient. Nous suivons rapidement Israël dans ce coin réservé aux États parias. Par exemple, les Indiens dépendent de 2,6 millions de barils de pétrole du Golfe Persique qui arrivent chaque jour dans leur port. Quand cela s'arrêtera, chaque famille indienne sera en quelque sorte contrainte de payer un impôt de guerre pour lequel elle n'a jamais voté. Une hausse de $10 du prix du brut représente 15 milliards de dollars de charges supplémentaires pour l'économie indienne. Et ils ne sont pas les seuls. Mais nous ne pensons pas en ces termes. Nous ne réfléchissons pas à l'impact que cela a sur les autres. Il n'y a aucune conscience de ce genre de choses. Et je pense que nous allons en payer un prix terrible, Glenn, et que ce n'est que le début. Lorsque Trump est arrivé au pouvoir, il y a un an, il semblait avoir certaines bonnes idées. Encore une fois, l'une de mes préoccupations concernant les États-Unis est que la stratégie des 30 dernières années ne fonctionne plus. Autrement dit, les États-Unis s'épuisent eux-mêmes, puis incitent les autres grandes puissances à s'unir pour les contrebalancer. De mon point de vue, il était donc logique que les États-Unis se retirent un peu. Ils pourraient ainsi renforcer davantage leur position et les puissances eurasiennes se contrebalanceraient mutuellement dans une plus large mesure. Et il semblait que Trump allait dans cette direction, se retirer de l'Europe, du Moyen-Orient et se concentrer plutôt sur l'hémisphère occidental. Eh bien, tout cela avait du sens. Cela ne veut pas dire que l'opération au Venezuela ait été un coup de génie ou quoi que ce soit, mais au moins il s'est tourné vers la patrie, si l'on peut dire. Que s'est-il passé ici? Comment se fait-il qu'après un an, il soit encore en Ukraine? Encore une fois, c'est l'un des problèmes actuels. Je pense qu'ils ont cédé une grande partie des défenses aériennes et d'autres armes qui auraient pu être utilisées, mais maintenant ils consolident aussi la position des États-Unis au Moyen-Orient. Peut-être pas la consolider, mais y consacrer beaucoup de ressources. Comment expliquer qu'une stratégie qui semblait claire ne semble plus être suivie? Eh bien, tout d'abord, il n'y a pas de stratégie. Vous savez, c'est là le problème. Ce nouveau document qui a été publié était censé représenter une nouvelle stratégie militaire nationale, mais il n'y a aucune preuve réelle que nous en ayons suivi une quelconque partie. Se concentrer sur l'hémisphère occidental ne signifie pas, et ne devrait pas signifier, envahir les pays des autres dans l'hémisphère occidental. C'est tout simplement ridicule. Et encore une fois, c'est un peu comme ce que j'ai déjà dit. Vous parlez de l'islam radical et du terrorisme islamiste, puis vous attaquez l'Iran. Cela ne colle pas. Si vous disiez « nous allons nous concentrer sur le danger au Pakistan, le danger en Syrie », ce serait plausible, mais pas l'Iran. En même temps, vous dites que nous avons un énorme problème de drogue, un problème de traite des êtres humains et de trafic de stupéfiants. Le centre de tout cela, le principal centre, c'est le Mexique. C'est cela qui est le plus dangereux pour nous. Mais nous avons attaqué le Venezuela sans qu'il y ait de véritables raisons de le faire. Le Venezuela était disposé à faire des affaires avec nous. Et puis nous avons enlevé le président et sa femme, et nous avons versé des millions de dollars à diverses personnes dans le pays pour qu'elles nous laissent entrer. Ensuite, nous avons parlé de cette brillante opération militaire. Eh bien, je suis sûr qu'elle était brillante. C'était une opération policière, une opération de police paramilitaire,
rendu possible par l'armée américaine. Ce n'est pas une stratégie. Ce n'est pas vraiment un résultat. Nous ne contrôlons pas le Venezuela se contrôle lui-même. Et ils peuvent nous faire attendre presque indéfiniment. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. En attendant, nous n'avons rien changé à la frontière avec le Mexique. Oh, c'est mieux qu'avant. Mais nous n'avons pas pensé à un gros théâtre de traite humaine dans l'Inde. Ça continue d'arriver. Ce n'est plus au même rythme qu'avant, mais ça continue d'arriver. Et des milliards de dollars en liquide continuent de s'écouler vers le sud, au Mexique. Il y a donc énormément de choses qui relèvent de la pure fiction. Et je ne pense pas qu'il y ait une véritable stratégie, car tout Américain lucide regarderait le Moyen-Orient et dirait « Cet endroit n'a pas besoin de la puissance militaire américaine. Si nous nous y impliquons, nous allons tout faire exploser. » Cela peut convenir à Israël, du moins temporairement, mais je n'ai jamais cru que ce soit bon pour Israël. Je ne vois aucune preuve que cette idée du grand Israël dont il parle ouvertement, c'est-à-dire l'acquisition de territoires tout autour d'Israël pour en faire un grand État comptant, 6 ou 7 millions de citoyens juifs, ait la moindre chance de réussir. Je pense que ce qu'elle a fait, c'est offenser, mettre en colère et aliéner pratiquement tout le monde dans la région. Donc, avant que tout cela ne soit terminé, la question à laquelle nous essaierons de répondre sera « Israël survivra-t-il à tout cela ?» C'est la vraie question. Je n'en suis pas sûr. L'Iran survivra, il est avec nous depuis environ 2700 ans. C'est comme faire la guerre à la Chine. La Chine survivra-t-elle? Bien sûr que oui, elle existe depuis 5000 ans. Et il en sera de même pour l'Inde. Vous savez, la question est de savoir si, en nous impliquant dans ces guerres stupides, nous, les Américains, pourrons y survivre. Nous sommes des arrivants relativement récents sur la scène mondiale. Nous ne sommes pas un État civilisationnel, à proprement parler. Tous ces sujets vont être abordés dans les semaines à venir. Et je pense que pour le moment, le président Trump va simplement ordonner à tout le monde de continuer à attaquer, bombarder, cibler et frapper. C'est tout ce qu'il peut faire. Il peut menacer de nouvelles sanctions, mais je pense que cela a largement perdu de son efficacité. Je crois que c'est ce qui explique la haine et l'hostilité à notre égard à l'intérieur de l'Iran. Donc, je ne vois rien de bon qui puisse en sortir pour nous. En revanche, je pense que la Perse ressortira de tout cela comme une entité beaucoup plus forte et plus influente. Vous dites qu'Israël pourrait ne pas survivre. Comment pensez-vous que cela se produirait? Serait-ce à cause du retrait des États-Unis ou des conséquences économiques de cette guerre? Les gens fuiraient-ils simplement ou pensez-vous qu'ils seraient vaincus militairement? Quel serait le scénario? Tout ce qui précède. Je veux dire, il suffit de revenir en arrière et d'écouter M. Netanyahou expliquer ses soi-disant 7 fronts. Ce n'est pas viable. Apparemment, les Israéliens ont maintenant mobilisé 100 000 réservistes supplémentaires. Il sera intéressant de voir combien d'entre eux se présenteront réellement au service. On parle en Israël d'envahir le Liban pour s'en prendre au Hezbollah, car on ne peut pas tout faire depuis les airs. À un moment donné, Israël finira par être épuisé et à bout de ressources, un peu comme l'Ukraine. Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si la Russie survivra, c'est de savoir si l'Ukraine survivra. Que restera-t-il? Ce ne sera certainement pas ce que c'était. Alors, cela signifie-t-il qu'Israël survivra sous une certaine forme? Peut-être. Mais ce ne sera pas ce que c'était, ni ce que c'est aujourd'hui. Vous savez, ces choses dépendent de plusieurs facteurs, mais il faut regarder les tendances et les tendances perméables. Eh bien, que voyez-vous se passer dans les prochains jours et semaines? Je veux dire, quel type d'escalade est possible?
Je ne vois pas vraiment ce que les États-Unis peuvent faire différemment, à part peut-être attaquer ou simplement continuer ce qu'ils font déjà. Mais comment voyez-vous l'Iran éventuellement intensifier la situation? Et étant donné que, comme vous l'avez dit plus tôt, le conflit est déjà devenu régional très rapidement, voyez-vous une possibilité qu'il devienne à nouveau mondial? Dans quelles conditions pensez-vous que les Chinois ou les Russes se joindraient au conflit? Je veux dire, s'ils observent la même chose que nous, ils pourraient conclure que les Iraniens gèrent la situation par eux-mêmes. Eh bien, si les Israéliens décidaient d'utiliser une arme nucléaire tactique ou toute autre arme nucléaire, dans le but de stopper les attaques incessantes de missiles iraniennes, je pense que cela changerait la situation de manière spectaculaire. Je ne suis pas sûr qu'Israël y survivrait. Les Russes et les Chinois, à ce moment-là, interviendraient certainement et nous feraient clairement comprendre que si cela ne s'arrête pas et continue, ils rejoindraient activement le combat contre Israël et contre nous. Je ne pense pas que les Israéliens vont faire quelque chose comme ça immédiatement. Je prévois qu'à un moment donné, les Israéliens pourraient dire « Si l'Iran ne s'arrête pas, nous lancerons une arme nucléaire ». C'est un peu ce que je pense qui pourrait arriver. Eh bien, nous n'avons aucun contrôle sur Israël. C'est Israël qui nous contrôle. C'est très clair. Donc si nous ne pouvons pas contrôler Israël, et qu'Israël agit ainsi, alors la Russie et la Chine interviennent. Eh bien, elles interviendraient à un moment où nous aurions déjà épuisé nos stocks. Alors comment pourrions-nous livrer un combat significatif? Vous savez, jusqu'à présent, tout au long de la guerre par procuration en Ukraine, en coulisses et même publiquement, certains ont soulevé la question qu'il ne fallait pas aller trop loin, qu'il fallait penser en termes de réserve de guerre. Mais avec le temps, cette prudence a été balayée, car il n'y avait aucune preuve que la Russie était vaincue, détruite ou que les sanctions fonctionnaient. Et donc nous avons décidé d'investir de plus en plus dans la guerre en Ukraine. Eh bien, cela a lamentablement échoué, et ils ont épuisé leurs réserves de guerre en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne et dans d'autres pays. Nous avons fait la même chose avec une grande partie de nos munitions. Donc si vous avez fait cela, et que tout à coup les Russes et les Chinois disent « Ça suffit, arrêtez, Israël a utilisé une arme nucléaire et nous ne le tolérerons pas. S'ils n'arrêtent pas, nous pourrions utiliser une arme nucléaire en réponse. C'est toujours une possibilité. Que faisons-nous alors? Je pense que nous devons dire aux Israéliens « Vous devez arrêter. » Et si vous n'arrêtez pas, nous partons. Je pense que nous en arriverons là. Et ce n'est pas une situation finale que nous avons prévue. Nous avons prévu l'autre scénario, celui où l'Iran et ses dirigeants maléfiques, responsables du terrorisme et menaçant le monde entier, devront se soumettre. Non, ils ne le feront pas, et ils ne le feront jamais. Il est difficile de prévoir comment cela va évoluer. Je veux dire, si l'on regarde la guerre en Ukraine, à quel point la rhétorique était prudente au début, à quel point l'Occident était réticent à envoyer des armes, et où nous en sommes aujourd'hui, avec un chancelier allemand qui se vante d'avoir ou d'avoir contribué à infliger d'innombrables pertes à la Russie. On ne voyait pas cela au début de 2022. Donc, vu la rapidité avec laquelle cette guerre avec l'Iran s'intensifie, c'est tout à fait possible. Juste une dernière question. Voyez-vous une possibilité ou une voie pour que Trump mette fin à cette guerre? Ou est-ce tout simplement impossible parce que les Iraniens doivent, je suppose, chasser les Américains de la région? Netanyahou est aux commandes. Alors écoutez attentivement Netanyahou et vous saurez ce que Trump va faire. Soyons francs, il reçoit ses ordres de Netanyahou. Ce n'est pas un agent libre. Il a des gens chez lui qui le poussent dans certaines directions. En conséquence, je ne vois absolument rien changer à Washington à court terme. Tout le monde dira simplement « Eh bien,
nous continuerons à bombarder, nous continuerons à lancer des frappes de missiles et nous finirons par réussir. Nous avons fait cela pendant 68 jours au-dessus du Kosovo. Et au final, ce n'est pas la guerre aérienne et de missiles qui a convaincu les Serbes de quitter le Kosovo. C'est la décision de la Russie de couper les vivres aux Serbes et de dire non, nous ne pouvons pas vous fournir de carburant, de nourriture et de médicaments pendant l'hiver. Cela s'est produit parce que Strobe Talbot, le secrétaire d'État adjoint, est allé à Moscou et a négocié un accord, comme le dit le président de la Russie, selon l'expression favorite de Trump. Et cet accord comportait un certain nombre de promesses que nous avons faites pour convaincre les Russes d'agir ainsi. Les Russes considèrent aujourd'hui, avec le recul, que ce fut un moment de profonde honte dans leur histoire. Et en effet, je pense qu'ils ont raison. Mais je ne crois pas qu'ils aient eu beaucoup de choix à ce moment-là. Eh bien, ils ont un choix maintenant. Les Chinois ont un choix. Le reste du monde n'est plus aussi faible qu'il l'était autrefois. Cela fait partie de la vague de changements nouveaux dans notre civilisation et dans le monde que le gouvernement américain refuse d'accepter. Nous sommes désormais engagés dans une lutte en matière de missiles, de fusées et de capacités conventionnelles. Et un adversaire presque équivalent, comme on dit. Vous savez, c'est quelque chose que nous n'aurions jamais pu imaginer. Et je pense que le président Trump a exprimé sa stupeur et sa surprise, tout comme M. Witkoff l'a dit, que les Iraniens ne se soient pas déjà rendus. Parce que de leur point de vue, en se basant sur leur expérience dans l'immobilier à New York, un tel niveau de dégâts est si terrible que l'on finit par capituler et partir, on s'en va, on cède, on signe l'accord. Eh bien, il ne s'agit pas d'immobilier. Ce n'est pas New York. C'est un état de civilisation qui ne se rendra absolument pas aux exigences de l'État juif au Moyen-Orient, lesquelles sont ensuite soutenues par la puissance militaire américaine. Donc je ne pense pas que nous irons très loin avec le président Trump pour le moment. Peut-être qu'à un moment donné, quelque chose finira par céder. Le domaine dont nous n'avons pas encore parlé, mais que tout le monde doit surveiller de près, c'est notre marché obligataire, en particulier l'obligation à 10 ans, et le rendement va augmenter. Regardez la dédollarisation. Regardez notre faiblesse financière. Ces éléments sont importants. Je pense que nous pourrions nous retrouver dans une crise financière très grave, certainement pire que celle que nous avons connue en 2007 et 2008. C'est probablement l'autre facteur de cette équation multivariée qui pourrait fondamentalement nous faire basculer. Mais quoi qu'il arrive au final, nous assistons à la fin de l'ancien Moyen-Orient. Nous assistons à la fin de l'hégémonie militaire et de la domination politique américaine. C'est cela que nous observons. That's what we're watching.